Puis, c'est vrai que c'est un moment particulier, surtout pour le président. C'est toujours un stress là, avant le message, mais un stress qui s'estompe à mesure qu'on entre dans le sujet, puis on commence à livrer nos réflexions. Cette année, c'est un congrès d'orientation. Vous allez, un peu plus tard en après-midi, aller débattre des résolutions, déterminer les positions de l'organisation pour les futures années. Puis, comme je le mentionnais ce matin, c'est un travail important. Puis, je vous remercie d'être ici au nom de tous les producteurs pour l'accomplir. Cette année aussi, c'est un congrès où on va adopter un plan de financement. Vous savez, un plan de financement pour une organisation comme la nôtre, c'est essentiel. Ça nous permet de planifier, ça nous permet d'assurer une stabilité. Ça nous permet de développer certains pans de notre organisation sur lesquels on veut mettre la priorité. Et ce plan-là, il a été circulé dans toutes nos régions, à travers tous nos groupes. Et moi, je suis très fier du plan de financement qu'on présente. Les dépenses sont contrôlées. On a fait l'examen de l'organisation et l'organisation gère bien les fonds qu'on lui confie. Mais il y a un point qui est revenu régulièrement pendant nos discussions et c'est le point sur le mode de cotisation. Alors, nous le savons, le mode de cotisation de notre organisation est dans la loi sur les producteurs agricoles et c'est un sujet qu'on a commencé à discuter avec le gouvernement. On a eu une résolution à cet effet-là en 2017 et on va continuer ce travail-là. Mais pour une meilleure équité entre les producteurs agricoles au Québec, entre les plus petits, les plus grands, entre ceux qui ont des plans conjoints et ceux qui n'en ont pas, on doit avoir une modification à la loi sur les producteurs agricoles pour assurer un financement plus équitable de notre organisation. Et je le dis cette fois-ci dans mon message pour que vous soyez bien conscients puis certains que ce travail-là, on va le faire dans les prochains mois. Et plutôt, on va le poursuivre parce qu'on n'a pas arrêté d'y travailler. 2019, une année qui n'a pas été facile, une année de surprise, je dirais, parce qu'on ne s'attendait pas à vivre le conflit ou à être entraîné dans le conflit entre les États-Unis et la Chine. Même que le fait qu'on n'était pas dans ce conflit-là nous donnait des perspectives intéressantes sur les marchés de la viande notamment. Et ce qui est arrivé, vous le savez maintenant, ça nous a frappé de plein fouet, à la fois dans les productions céréalières et les productions de viande, notamment le porc au Québec. Je reviendrai un peu plus tard. Mais c'est une année aussi où on va se souvenir que la météo n'a pas été très, très collaboratrice. Les producteurs de grains maraîchers en ont fait les frais. Une année, moi, les producteurs de grains que j'ai rencontrés lors des manifestations la semaine dernière me disaient que, puis il y en a des producteurs de grains qui ont une certaine sagesse, ils me disaient que de mémoire, ils n'avaient jamais connu une année comme cette année. Donc, ça fait partie des aléas de l'agriculture, travailler avec la température, mais les aléas engendrés par les conflits commerciaux, ça, pour nous, c'est d'un autre niveau. Et on devrait être aidé pour faire face à ces situations-là. Une année où on a parlé beaucoup d'environnement. Comme Charles le disait ce matin dans le message, d'abord, beaucoup des pesticides. Les messages ont été négatifs pour l'agriculture, négatifs pour les... C'était des messages qui nous faisaient mal parce qu'on travaille beaucoup à respecter les règles environnementales, à améliorer nos pratiques environnementales. On a investi beaucoup depuis plusieurs années. On a changé beaucoup de choses. Et les messages qu'on entendait cette année étaient très négatifs par rapport, plutôt en rapport à tout le travail qui avait été fait dans les dernières années. Puis, j'irais même jusqu'à dire, à parler d'acharnement médiatique. Je ne sais pas si le terme existe, peut-être pas, mais moi, je l'ai senti un peu comme ça. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qu'on a fait, puis toutes les règles qu'on a au Québec, puis j'en ai énuméré quelques-unes, le REA, on a un moratoire depuis 15 ans sur les superficies en culture au Québec.
dû au surplus de phosphore qu'on a connu à une certaine époque. On est encore sous ce moratoire-là, malgré les améliorations qu'on a faites. On complète tous des plans de fertilisation sous la supervision d'un agronome. On est les seuls au Canada à avoir des dates d'épandage des lisiers aussi restrictives. On tient des registres sur les pesticides, on tient des registres sur l'épandage, et on va avoir une prescription pour utiliser des produits phytosanitaires, certains produits phytosanitaires. On est la province qui est la plus réglementée, mais les résultats sont là. Parce que parce qu'on est la seule province à tenir un registre sur les pesticides, on est capable de mesurer l'évolution d'une année sur l'autre de l'indice de pression des pesticides. Et cet indice-là est en diminution, malgré que les superficies consacrées aux cultures végétales et au maraîchage augmentent. Donc, c'est dire qu'on s'améliore. Et ça ne ressort pas, ce n'est pas ressorti de tout ce qu'on a entendu. L'autre élément, c'est lorsqu'on a sorti l'analyse sur les résidus de pesticides ou les traces de pesticides sur les fruits, un peu plus tôt en saison, un peu plus de 95% des échantillons étaient conformes aux exigences de Santé Canada. Ça veut dire qu'on applique de façon rigoureuse les recommandations des distributeurs, des fournisseurs. Ça veut dire qu'on se comporte de façon responsable. Cette nouvelle-là aurait dû être traitée de façon positive. Ce n'était pas une nouvelle négative, c'était positif, d'autant plus que les produits importés affichaient des résultats inférieurs aux produits du Québec. Pour les consommateurs, c'est une bonne nouvelle. Pour nous, c'est signe que l'effort qu'on fait porte fruit. Puis cet effort-là, naturellement, il faut le poursuivre. Mais lorsque je disais que la nouvelle a été traitée de façon négative, c'est ce que je voulais dire. On comprend très bien que les consommateurs ont des attentes, des exigences, puis on est conscient de ça, puis on veut y répondre du mieux possible. On a proposé un plan vert agricole, ça fait déjà quelque temps. Le plan vert agricole, 3 choses. Une réglementation intelligente et évolutive. Avoir un moratoire sur les superficies en culture après 15 ans, ce n'est pas une réglementation qui évolue. Une réglementation intelligente, c'est une réglementation qui évolue. Le moratoire pourrait être levé sous certaines conditions et d'un point de vue environnemental et par rapport à la pression sur le territoire agricole, ça serait une bonne chose. Deuxièmement, tout ne se règle pas par la réglementation. Un meilleur accompagnement des producteurs, services professionnels de qualité et, on l'a mentionné souvent, mais la reconnaissance des biens et services environnementaux rendus par les producteurs. Lorsque les pratiques engendrent des coûts qu'on ne peut transférer dans le marché, c'est évident que c'est un frein à l'adoption et à l'adaptation des producteurs à ces pratiques-là. Un accompagnement par une rétribution des biens et services écologiques, c'est une façon d'accélérer l'adoption des pratiques propices à une meilleure protection de l'environnement. Un peu comme on le fait avec les voitures électriques, on finance l'achat de voitures électriques parce qu'on veut favoriser l'adaptation de ce mode de transport-là. C'est la même chose, c'est positif, et c'est dans ce sens-là qu'on demande, qu'on souhaite que le plan vert qu'on propose évolue et soit adopté par le gouvernement. En fait, ça prend des investissements supplémentaires en agro-environnement, puis ça prend un ministère de l'Environnement qui est capable de revoir sa réglementation pour l'adapter aux connaissances d'aujourd'hui et aux conditions d'aujourd'hui. Puis ça, on ne peut pas faire ça en faisant abstraction de notre environnement économique, un environnement économique de plus en plus ouvert. Les marchés, aujourd'hui, oui, il y a le marché local, mais le marché, c'est ouvert. Aujourd'hui, les producteurs de grains du Québec, je prends un producteur de grains en Montérégie, il est en compétition contre les producteurs de grains de l'Ohio. Le prix est fixé sur la bourse de Chicago. Ces intrants, c'est des coûts comme même plus élevés ici par la taille de notre marché, mais il est en compétition
avec l'Amérique du Nord, ce producteur-là. Le producteur de porc de Sainte-Marie-de-Beauce, il est en compétition contre les producteurs de porc de la Caroline du Nord. Heureusement que ce producteur-là a son association, les producteurs de porc du Québec. On expliquera un peu plus tard l'impact que ça a sur ses revenus, ce producteur-là. Les producteurs de lait, au niveau de la poudre de lait écrémé, sont en compétition avec le marché de l'Océanie. Ce n'est pas le même climat du tout. On est en compétition contre des producteurs dans des pays aux réglementations différentes, aux exigences sociétales différentes, aux salaires très différents de ceux qu'on doit accorder à nos employés ici. Des conditions de compétitivité déloyales dans un marché que le gouvernement, que le Canada a souhaité ouvrir. L'ouverture des marchés, ça vient avec des responsabilités. Et à ce jour, je ne considère pas que le gouvernement canadien assume ses responsabilités en regard de l'ouverture des marchés qu'il a négociés. Ces ouvertures-là peuvent être intéressantes pour d'autres secteurs que les nôtres, mais si l'agriculture doit en faire partie, le gouvernement doit accompagner les agriculteurs d'une façon correcte. On a vu depuis 2013, il y a eu des coupures au programme de gestion des risques des entreprises agricoles. Et depuis cette année-là, ça va faire bientôt, on est en 2020 l'an prochain, il n'y a eu aucun réinvestissement en gestion des risques des entreprises agricoles, malgré l'augmentation de la production, de la valeur de la production et de l'ouverture des marchés. Le programme Agri-Stabilité, dans sa forme actuelle, est un programme catastrophe. C'est même de cette façon-là que les gens d'Agriculture Canada le qualifient. Le fait de s'appuyer sur le non-consensus entre les provinces pour ne pas modifier les programmes de gestion des risques au fédéral n'est plus acceptable. Le fédéral doit aller au-delà de cette non-unanimité et mettre en place un programme qui répond aux risques que doivent gérer les producteurs. Moi, ce que je suggère, puis on en parlait hier à l'exécutif, puis l'idée vient de Charles, puis je la trouve vraiment bonne, puis j'en profite, Mme Bibeau est ici, c'est rare que Mme Bibeau est là pour entendre mon message. Alors, j'en profite pour lui partager cette solution-là. Dans un programme de gestion des risques, le premier 15 % est à la charge des producteurs. C'est les risques que les producteurs assument. Dans le programme qu'on a imaginé, de 15 à 30 % de pertes, ces risques-là seraient assumés par un programme fédéral-provincial. Donc, et au-delà de 30 % de pertes, bien, il s'agirait d'un programme catastrophe assumé à 100 % par le gouvernement fédéral. Et là, on serait capable d'aller chercher l'unanimité des provinces parce qu'on leur en demande pas vraiment plus et on offrirait aux producteurs agricoles canadiens un programme digne du nom « Gestion des risques en agriculture ». Et dans le contexte actuel où on cherche à rapprocher les provinces canadiennes, je pense que le secteur agricole pourrait être un des secteurs qui contribue à ce rapprochement-là. Alors, je vous laisse à cette réflexion-là. D'ailleurs, je vais vous poser la question tantôt, Mme Bibeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous pouvez déjà commencer à préparer votre réponse. Mais sincèrement, je pense que ça serait un avenue intéressant. Plus proche de chez nous, au niveau du Québec, c'est la première année du gouvernement de la CAQ qui a fêté en novembre. Je dis en novembre, même si l'élection a eu lieu en octobre, parce que le Conseil des ministres a été formé en novembre et tout. Donc, ça fait un peu plus d'un an que M. Lamontagne est ministre de l'Agriculture. Et je dois dire que M. Lamontagne le disait lui-même, ce n'est pas un secteur qu'il connaissait très bien, outre les relations qu'il avait avec les gens de son comté. Mais il prend de plus en plus la mesure de ce ministère-là. Il s'implique beaucoup. Il a fait le tour des régions, très accessible,
très facile d'avoir un contact avec lui. Et il s'implique pas seulement à partir de son cabinet, mais également dans le ministère, auprès de ses sous-ministres, ministres en titre. Donc, c'est intéressant. Les promesses que la CAQ avait faites lors de la campagne électorale ont été tenues. 250 millions supplémentaires dans un programme d'investissement. On ne sait pas tout à fait encore de quelle façon il sera rendu disponible, mais ça a été fait. Sur les taxes foncières, le projet de loi, Charles vous l'a expliqué ce matin, je n'élaborerai pas davantage. Il nous reste, sur le plafond d'imposition, oui, on le trouve un peu haut, mais ce qui sera important dans les semaines à venir, c'est de contrôler l'indexation de ce plafond-là. Si on réussit à contrôler l'indexation, plus on va avancer dans le temps, plus le plafond va être efficace. Alors, l'enjeu pour nous, c'est vraiment ce niveau-là. On a travaillé étroitement dans la grève du CN puis la pénurie de propane. Nos messages étaient vraiment très bien alignés, puis je pense que ça a eu un impact sur le règlement du conflit. Hier, il y a eu une annonce du ministère de la Santé. C'est la première fois, c'est pas 300 000 $, on sait que ce n'est pas un gros montant par rapport à l'enjeu, mais c'est la première fois que le ministère de la Santé investit directement dans un organisme dédié à la santé mentale chez les producteurs agricoles. Donc, une relation intéressante à la fois avec le ministre, son cabinet et le ministère. Puis une relation qui avait été améliorée par l'arrivée de M. Lessard, mais qui s'est poursuivie depuis que M. Lamontagne est en poste. Un autre point, c'est la reconduction de la politique bioalimentaire. Vous savez, c'est rare qu'un gouvernement arrive et qu'il reconduit intégralement une politique adoptée par le gouvernement précédent. Ils aiment toujours amener leur saveur, leur couleur, on l'a vu régulièrement, mais M. Lamontagne a pris la politique et il l'a reconduite intégralement avec l'intention qu'on l'améliore tous ensemble. Mais ça, on n'est pas retombé dans un autre processus de consultation, on peut se mettre tout de suite au travail. Cette politique-là est ambitieuse, 10 milliards de plus de produits québécois dans l'assiette des Québécois, puis 6 milliards de plus à l'exportation. Cette année, dans une première année, on a fait l'inventaire de toutes les actions qui sont posées en regard de l'atteinte de ces cibles-là. Moi, dans une deuxième année, ce que j'aimerais, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour les atteindre, ces cibles-là? Parce que les actions qu'on pose aujourd'hui, me semble, ne nous permettront pas d'atteindre cet objectif-là. Il va falloir en poser d'autres. Il y a 3 points, parce que il y a 3 points, moi, que je souhaiterais voir changer, améliorer au niveau de la livraison des services de l'État québécois au secteur agroalimentaire, principalement agricole. Le premier, puis M. Legault l'a mentionné aussi lors de sa campagne, puis il y a un article dans La Terre de chez nous cette semaine à cet effet-là, c'est la simplification administrative des programmes livrés par le ministère de l'Agriculture. C'est vrai aussi, simplification administrative dans nos relations avec l'État. C'est de plus en plus coûteux en temps et en énergie pour être admissible à de l'aide via un programme. Les analyses n'en finissent plus. Les certifications d'un agronome, d'un architecte, d'ingénieur, des exigences coûteuses pour finalement obtenir des sommes qui ne sont pas si importantes que ça. Dans l'article de La Terre de chez nous, des agronomes témoignent de passer de 50 à 60 de leur temps à compléter des documents plutôt que d'être sur le terrain. Ça doit changer, ça. Et je sais que c'est dur de faire bouger une machine comme les ministères de l'Agriculture, le gouvernement, mais ça doit bouger. Si on veut atteindre nos objectifs, c'est un point sur lequel il faut vraiment travailler. Le deuxième point, c'est la coordination entre le MAPAC et la financière agricole.
C'est deux bras d'un même corps, le gouvernement du Québec. Je pourrais même dire d'un même ministère, puisque le MAPAQ est un ministère, puis la financière relève de ce ministère-là, donc du même ministre. La financière pourrait être mise à contribution pour livrer, par exemple, un programme à l'investissement. On a un programme qui s'appelle Agri-Québec Plus, c'est l'équivalent du Agri-Investissement. Est-ce que la bonification d'un Agri-Investissement Québec pour toutes les entreprises agricoles québécoises ne pourrait pas être plus simple qu'un programme de soutien à l'investissement normé comme celui qu'on connaît actuellement, mal adapté à plusieurs productions? Un programme où on pourrait mettre certaines conditions, innovation, les investissements doivent se réaliser dans un certain délai, mais on aurait l'effet levier d'un programme d'investissement plus général et le mettre là pendant les 4, 5, 6 prochaines années et peu coûteux à administrer, disponible à toutes les entreprises. Il semble que c'est des choses qui pourraient être faites conjointement entre le MAPAQ et la financière agricole. Par la suite, pour les secteurs qu'on veut prioriser, qui ont des enjeux particuliers, on pourrait avoir des programmes ciblés pour ces secteurs-là, mieux adaptés à leur réalité, mieux adaptés aux cibles de croissance qu'on vise dans ces secteurs-là. On pourrait avoir des programmes aussi plus simples à administrer pour soutenir le développement en région, via, encore une fois, les programmes de la financière agricole, que des programmes normés via le MAPAQ, à mon avis, et surtout beaucoup moins coûteux à administrer, surtout en regard de la difficulté à remplacer la main-d'œuvre qui quitte pour la retraite ou pour d'autres raisons. Le troisième point, c'est un changement d'attitude à la financière agricole. Puis, la financière agricole, ça ne dépend pas des employés, ça ne dépend pas de la direction. C'est un mandat qu'ils ont eu après 2009, lorsqu'il y a eu les modifications au programme ASRA et la reconduction d'une entente. On avait un déficit important. Et là, la financière a eu le mandat de contrôler ses dépenses, gérer de façon plus serrée les risques, ce qui a entraîné une modification de l'attitude à la financière agricole. Il faut que la financière arrête de voir les producteurs comme des risques duquel je dois me protéger. La financière assure, c'est beaucoup une compagnie d'assurance. Il assure les prêts, il assure les récoltes. Via le programme ASRA, il assure le revenu. Mais on a vu dans les dernières années, juste l'ASRA par exemple, le retrait des productions de l'ASRA, ce n'était pas pour soutenir les productions, c'était pour réduire les risques de la financière. Quand on parle d'investir davantage dans la gestion des risques, ce n'est pas dans leur ADN actuellement d'investir plus. Et ça, ce changement d'attitude-là, il doit s'opérer si on veut rencontrer les objectifs de la politique bioalimentaire. Ce n'est pas normal que des producteurs me disent, quand FAC vient chez nous, parce que les gens magasinent un peu, ils me voient comme un client, ils me voient comme une opportunité. Quand la financière arrive chez nous, elle me voit comme un risque. Elle me scrute, vérifie tout, prend tout en garantie. C'est deux attitudes très différentes. Et c'est sûr qu'on ne peut pas développer la même relation d'affaires lorsque tu as deux attitudes aussi différentes que ça. Donc, moi, ce n'est pas un reproche, c'est une observation que je partage. C'est un appel que je fais au gouvernement du Québec de donner réellement le mandat à la financière agricole d'accomplir sa mission, qui est de développer l'agriculture du Québec. Et si ce mandat-là était confié,
bien, ça donnerait à la fois les coudées beaucoup plus franches à notre ministre de l'Agriculture pour aller chercher les crédits nécessaires auprès du Conseil des ministres pour donner vraiment les moyens à la financière agricole de permettre au gouvernement du Québec de rencontrer les cibles qu'il s'est données dans la politique bioalimentaire. Alors, ces 3 points, je ne demande pas plus d'argent dans chacun de ces points-là. Je demande qu'on se donne plus de flexibilité et qu'on soit mieux arrimé aux besoins de chacun des secteurs. Bon, il faut que je regarde si j'ai tout dit, là, parce que il me semble que je viens de dire de quoi d'important. Hein? Voilà. Alors, moi, c'est ça, la conclusion de ce message-là, c'est le suivant, c'est que toutes ces actions-là ont un seul objectif, c'est de créer un environnement d'affaires où on donne aux entrepreneurs que sont les producteurs et les productrices agricoles un soutien qui ne se mesure pas en termes de risque, mais qui se mesure en termes de potentiel. C'est ça l'objectif que devrait avoir le gouvernement du Québec et la financière agricole. Donc, comme vous le voyez, moi, je mise beaucoup sur la politique bioalimentaire du Québec pour faire progresser le secteur agricole, répondre aux attentes sociétales, nourrir les Québécois, produire et nourrir les Québécois. Au Québec, on a une très belle agriculture, très diversifiée, puis il faut être fier de ça. Moi, je suis fier du secteur agricole québécois. Je suis toujours fier de prendre la parole pour les producteurs et les productrices agricoles du Québec, sur toutes les tribunes. Que ce soit ici, au Canada, à l'étranger, je peux vous dire qu'on peut être fier de notre agriculture. Pour moi, il n'y a pas de débat entre l'agriculture artisanale et l'agriculture dite, bon, j'aime pas le terme industriel parce que c'est péjoratif. L'agriculture de son temps. On est tous dans la société en mode adaptation. La technologie, les connaissances évoluent, les capacités de production dans tous les secteurs de l'économie de la société progressent. L'agriculture n'y échappe pas. L'agriculture biologique qui est pratiquée aujourd'hui, elle s'appuie sur la science. Elle n'est pas la même agriculture biologique qu'il y a 25, 30, 40, 50 ans. On progresse avec les connaissances de notre temps. On est une agriculture de son temps, qui utilise les moyens à sa disposition aujourd'hui pour produire mieux, pour être plus efficace, pour être plus propre. On est une agriculture de notre temps. Ça, pour moi, c'est important de le dire parce que, encore une fois, on entend souvent par les médias, mettre en opposition l'agriculture dite à volume par rapport à l'agriculture de proximité ou artisanale. Pour moi, ce conflit-là n'existe pas. C'est dans cette diversité-là qu'on trouve une forme de cohésion sociale. Sinon, il y aurait une unicité, il n'y aurait pas une diversité. Et cette cohésion-là, elle existe dans cette diversité-là. Cette cohésion-là, c'est un peu à l'image de notre organisation. On est une organisation qui regroupons des productions vouées à l'exportation, d'autres vouées au marché intérieur, d'autres dans le végétal, certaines dans le secteur animal. Cette diversité-là fait en même temps la force de notre cohésion. Puis je le vois comme ça dans la société du Québec aussi, notre agriculture. On a au Québec 2 lois fondamentales. On a la loi sur la mise en marché des produits agricoles, puis on a la loi sur les producteurs agricoles. Ces lois-là ont permis au Québec de se distinguer au niveau agricole. On est la province où les revenus nets sont les meilleurs année après année parmi les provinces canadiennes. On subit des fluctuations comme les autres secteurs, mais on est la province où les revenus nets agricoles sont les meilleurs. On est la province où on a maintenu
où la relève est la plus jeune, maintenant la plus éduquée, grâce à nos programmes pour la relève agricole qu'on a revendiqué et qu'on a obtenu. La loi sur la mise en marché des produits agricoles, il faut l'utiliser plus. Moi, je suis épaté de ce que les éleveurs de porc ont obtenu l'an dernier. Ben, en fait, c'est en février que la décision a été rendue, si je ne me trompe pas. Cette année, là, les éleveurs du Québec, pour ça je faisais une distinction pour le producteur de porc de Sainte-Marie par rapport à celui de la Caroline du Nord. Les éleveurs de porc du Québec vont obtenir du marché grâce à la tentative de négociation, mais surtout à l'arbitrage et à la démonstration qu'ils ont fait, 38 millions de plus du marché par rapport à leurs voisins américains. Parce qu'ils ont fait reconnaître que les producteurs doivent être rémunérés non pas uniquement en fonction de la compétition américaine, mais en fonction de la valeur du porc sur le marché, de la découpe. Ce 38 millions-là, c'est une économie de 24 à 25 millions pour la financière agricole. Parce que c'est 38 millions de moins d'intervention ASRA et les 2 tiers seraient assumés par la financière agricole. Quand je parle de programmes adaptés à des secteurs, bien, est-ce que de ce 24 millions-là, il y a une partie qui aurait pu rester au secteur cette année pour faire face aux besoins d'investissement, par exemple? Il faut se donner cette flexibilité-là. Les producteurs de bois sont en demande en Estrie, sur le sud, pour introduire le sciage, le boîtillage dans leur plan conjoint, pour que tous les producteurs du territoire aient accès au marché, pour qu'on négocie la qualité, puis qu'on négocie des prix pour tous les producteurs, pour qu'on ait de la transparence dans le marché. Les producteurs de lait au Canada, un autre domaine, mais si les producteurs laitiers du Québec n'avaient pas travaillé comme ils ont travaillé, entraîné leurs collègues des autres provinces et les producteurs laitiers du Canada, je ne suis pas sûr du tout qu'ils auraient obtenu dans la négociation pour les compensations les sommes qu'ils ont obtenues. Ça, en fait, j'ai dit je ne suis pas sûr du tout. Je suis sûr qu'ils n'auraient pas obtenu les sommes que vous avez obtenues. C'est ça la mise en marché collective. Un secteur dont on entend moins souvent parler, les maraîchers sont juste devant nous aujourd'hui. Ils ont gagné en promotion parce qu'ils sont rendus la rangée d'en avant. Mais c'est un secteur, moi, que je ne connaissais pas très bien. Depuis 3 ans, je préside la table horticole. J'ai appris à les connaître, mais surtout à voir comment collectivement ils travaillent. C'est différent des autres secteurs sur plan conjoint parce qu'ils font une mise en marché individuelle. Mais de choisir ensemble de relocaliser le marché central, d'y réinvestir ensemble, c'est collectif. De se doter bientôt d'une chambre de coordination pour financer la recherche, c'est du collectif. De travailler ensemble autour d'une table horticole où tout le monde est réuni, c'est du collectif. Donc, il y a plusieurs façons de faire du collectif, de faire de la mise en marché ou du travail collectif dans une filière. Donc, moi, c'est ça qui me fait dire que le Québec est bien positionné pour se démarquer encore davantage qu'il ne le fait, tant sur nos marchés que sur les marchés d'exportation. On a fait ensemble le sommet agro-environnement avec l'Université du Québec en Outaouais. On fait nos portes ouvertes. La protection des terres agricoles, un autre enjeu sur lequel, c'est dans notre ADN, ça. Puis lorsque le gouvernement soustrait la commission à une décision, on n'aime pas ça. Je le répète, on n'aime pas ça. Ça ne doit pas se répéter trop souvent, mais la protection des terres agricoles, c'est important pour nous. Des fois, on fait des manifestations lorsque c'est nécessaire, mais on est bien structuré, on est bien organisé, puis, je dois vous le dire, les policiers nous aiment quand on manifeste, parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose. On arrive avec nos tracteurs, on prend de la place un peu, mais on ne brise rien, on fait ça correctement, puis on passe nos messages surtout. Dans le dossier sur le propane, là,
Je pense que dans l'année, ça va être l'événement qui va avoir eu l'attention médiatique maximale. On a été couvert d'un océan à l'autre avec ça. Je suis sûr que ça a fait avancer le règlement entre les deux parties. Puis ici, j'ai un autre document là, qui s'appelle « La chaire en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire ». Mais encore une fois, c'est par le collectif. Après 5 ans, la chaire a produit une convention sur l'exception agricole et alimentaire. L'exception agricole alimentaire, rapidement, ce n'est pas l'exclusion du commerce, pas du tout. Mais c'est que le commerce n'est pas une finalité. Le commerce est un outil pour l'agriculture et l'alimentation et la sécurité alimentaire. On va faire la promotion de cette convention-là dans les prochains mois, prochaines années. Alors, moi, encore une fois, je vous le dis, ça me rend fier d'être le président de cette organisation-là. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. Mais là, pour l'instant, on a un congrès à traverser. Je dois m'arrêter là. J'ai déjà un peu dépassé mon temps, de très peu. Magali va être pas mal fière de moi. Mais je vais terminer juste sur cette phrase-là. Notre slogan, c'est « Produire, nourrir, ici, maintenant ». Ça, c'est notre métier. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est ensemble qu'on va le faire. Bon congrès.